Alors aujourd'hui, un petit exercice d'arithmétique, c'est juste du lemme chinois, mais avec des petites techniques instructives de lemme chinois dedans, plein de petites choses à garder dans les neurones bien au chaud. C'est un exercice, on va dire, agrègue à la fois interne et externe. Pour l'interne, c'est quand même du 3 étoiles, pour l'externe, on va dire, c'est du 2 étoiles. Hein. Alors, l'exercice est le suivant, on se propose de trouver tous les m entiers, tels que m est congru à 3 modulo 4 et m premier avec 120. D'abord, première question, l'histoire de se mettre dans le bain, combien y en a-t-il? Modulo 120. Évidemment, il va y en avoir, non pas tout à fait évidemment, mais en tout cas, il va y en avoir une infinité, hein, puisqu'on cherche tous les entiers. Mais modulo 120, quand on les réduit modulo 120, encore que ça demande d'avoir du sens, voilà, et ben, il va y en avoir un nombre fini. Et on demande, bon, évidemment, puisque c'est modulo 120, et le problème c'est combien y en a-t-il? Voilà. Et puis, trouver une jolie formule qui nous les donne tous. Voilà. Voilà, sur laquelle, bon, quitte à calculer, hein, évidemment, mais une formule explicite qui nous donne toute la collection de ces m-là. Voilà, c'est à vous. Alors attention, ne profitez pas que 120 est assez petit, disons, on peut aller de 1 à 120 à pied, comme ça, voilà, ou à quatre pattes, pour résoudre le problème. Hein, et mettez de la structure. De l'orgueil, bon sang! Alors, allons-y pour la solution. On va d'abord se restreindre à z sur 120z. Effectivement, si m vérifie ça et ça, d'accord, si m vérifie qu'il est congru à 3 modulo 4 et premier avec 120, si m' est égal à m plus 124', donc si m' est un élément qui est congru à m modulo 120, alors il est encore de la forme 3 plus 4k, parce que 120 est multiple de 4. Et de plus, comme on a ajouté un multiple de 120, eh ben, il est premier encore, m' est encore premier avec 120, parce que s'il y avait un diviseur commun entre m' et 120, ben, il serait aussi diviseur commun de m et 120. Donc, on peut se restreindre à z sur 120z dès que j'ai des éléments d'ailleurs entre 1 et 120. Hein, si j'ai toutes les solutions entre 1 et 120, ben, j'ai qu'à ajouter 120k', et puis j'aurai toutes mes solutions. Voilà. Alors maintenant, cette question commence à avoir un sens. Combien y en a-t-il modulo 120 et le sens, c'est que je vais essayer de regarder les choses dans z sur 120z. Mais comme m est premier avec 120, je vais regarder les choses dans z sur 120z étoile, qui est un groupe multiplicatif. Donc je vais essayer de mettre de la structure là-dedans. Donc ça veut dire que je cherche dans le groupe multiplicatif z sur 120z étoile des éléments qui sont congrus à 3 modulo 4. Bien, alors on va mettre des morphismes là-dedans, hein, parce que le langage des morphismes va nous aider. D'abord, quel morphisme? Eh ben, on est en train de regarder z sur 120z étoile, hein, et on regarde le morphisme pi qui envoie sur z sur 4z étoile, et qui va envoyer x modulo 120, soyons naturels, hein, vers x modulo 4. Voilà. Alors, bon, il va falloir montrer que tout ça c'est bien défini, etc. Mais si j'arrive à dire, ben, finalement, je suis en train de regarder l'image réciproque de 3 par pi, parce que c'est exactement ça que je suis en train de faire, eh bien, si j'arrive à montrer que pi est surjectif, alors ici j'ai 3 qui est premier avec 4, je vais avoir une image réciproque ici qui va être une classe modulo de noyau. Donc le cardinal, hein, d'accord, ça c'est bien connu, hein, c'est exactement G sur tiers de pi est isomorphe à in de pi. Hein. Donc ici, vous avez une bijection entre les classes modulo le noyau et ici l'image. Bon, ce qui veut dire en gros qu'il suffira pour avoir
le nombre d'éléments, d'avoir le cardinal du noyau. Mais le cardinal du noyau, si c'est surjectif, ça ne va pas être difficile. Et deuxièmement, si on veut une description, si on veut une formule qui nous les donne tous, eh bien, il suffit d'avoir une formule qui nous donne le noyau, et qu'on va... Donc ça va être... C'est comme une espèce de solution générale, et qu'on va multiplier, parce qu'on est dans un groupe multiplicatif, par une solution particulière. Et une solution particulière, vous allez voir, c'est pas difficile à trouver. Voilà. Donc on attaque cette belle histoire. Hein, j'espère que vous êtes... Là c'est quand même... On est un peu plus joyeux de rentrer dans quelque chose qui se déroule bien, plutôt que de regarder tous les nombres un par un, de 1 à 120, pour voir si ça marche bien. Bien. Alors d'abord, pi est bien défini. Ok. Oui, parce que, regardez, vous prenez 120. Alors d'abord, on a un élément qui est, vous voyez, bien défini, vous voyez, à gauche et à droite. Hein. D'abord, à gauche, vous partez d'une classe. Ben oui, comme 120Z est inclus dans 4Z, on a un morphisme qui va de Z sur 120Z dans Z sur 4Z. C'est un morphisme d'anneau par ce qu'on appelle le passage au quotient, hein, parce qu'ici, on a Z qui va dans Z sur 4Z, son noyau c'est 4Z, on a un idéal qui est à l'intérieur du noyau, donc on peut quotienter par cet idéal et obtenir un morphisme d'anneau. Et maintenant, on rajoute le étoile, parce qu'on est en train de regarder les choses dans le groupe multiplicatif. Bien. Alors, maintenant, pi est bien défini, là, à gauche. Là, ça a un sens. Ça. Maintenant, donc pi de x, si vous voulez, il appartient à z sur 4z. Mais est-ce qu'il appartient à z sur 4z étoile? Ben oui, puisque x, au départ, était premier avec 120, le x est en particulier premier avec 4. Donc, ici, on va bien avoir quelque chose qui est dans z sur 4z étoile. Bon, très bien. Pi est un morphisme de groupe, c'est normal, hein, puisqu'on était parti d'un morphisme d'anneau, et quand on passe aux inversibles, on a un morphisme de groupe. Maintenant, plus délicat. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pi est surjectif. Alors pour ça, c'est là qu'on va se servir vraiment du lemme chinois. Regardez, vous avez z sur 120z, hein, il est isomorphe en tant qu'anneau à z sur 8z, croix z sur 5z, croix z sur 3z. Ça, c'est exactement le lemme chinois. À x modulo 120, on associe là x modulo 8, x modulo 5, x modulo 3. De la même manière ici, c'est des choses qui sont bien définies. Et ça donne un isomorphisme, et c'est l'isomorphisme d'anneau du lemme chinois. Maintenant, l'unité 1 est envoyée sur 1, 1, 1. Et donc, un élément inversible ici va être envoyé, par définition de la multiplication, vers un élément inversible. Donc, on a bien une application qui va aller des inversibles ici vers les inversibles du produit, mais c'est le produit des inversibles. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique. Et on a aussi une bijection, c'est-à-dire que si ici, on a quelque chose d'inversible là, là et là, c'est que x est bien premier, d'accord? Ce x qui vérifie, et donc il est premier avec 8, premier avec 5, premier avec 3, ça veut dire qu'il est premier avec 120. Donc ici, on conserve ici un isomorphisme maintenant de groupe entre ça et ça. Bien. Maintenant, regardez pourquoi j'introduis ceci. Parce que plutôt que de regarder l'application qui a x modulo 120 envoie x modulo 4, je vais la factoriser ici par l'isomorphisme du lemme chinois. C'est-à-dire j'ai x modulo 120, j'ai x modulo 8, x modulo 5, x modulo 3, qui va donner x modulo 4. Et en fait, je peux juste me restreindre à l'application qui a x modulo 8 envoie x modulo 4. Si cette application-là, qui est bien définie encore une fois, c'est toujours pareil, hein, une fois qu'on en a vu une, on les a toutes vues, si cette application-là est surjective, alors
bah, ici, ce sera surjectif. Hein. Donc je prendrai, si ici j'ai un antécédent, eh bien, je vais prendre mon antécédent ici, et je mets n'importe quoi ici, ça ira bien sur la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que le x modulo 4 ne dépend que de x modulo 8 et n'a aucune interaction avec celle-ci. Dès que vous avez x modulo 8, alors vous avez automatiquement x modulo 4, quel que soit ce qu'on a là. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi ici, hein, et donc vous aurez ici, à partir du moment où ici ce sera surjectif, là, d'accord, alors vous prenez votre antécédent ici et vous remplissez n'importe comment, et donc vous avez un antécédent ici. Bien. Donc, il suffit de montrer que ça c'est surjectif. Mais ça c'est surjectif parce que, d'abord, ça part de z donne z sur 4z, qui est une surjection, qui passe au quotient et qui reste une surjection de z sur 8z dans z sur 4z. Donc maintenant, il faut voir que dans z sur 8z étoile, on est obligé d'aller dans z sur 4z étoile. Ben oui, parce que si on est inversible ici, c'est qu'on est premier avec 8, donc on est premier avec 2, et donc comme on est premier avec 2, on est premier avec 4. C'est-à-dire qu'il y a une équivalence entre être premier avec 8 et premier avec 4. Donc en fait, à partir du moment où je prends un élément, je prends son antécédent dans z sur 8z, ben il va être automatiquement dans z sur 8z étoile. Donc je suis sûr que ici c'est surjectif. Donc je fais le point, on a l'isomorphisme du lemme chinois qui devient un isomorphisme de groupe multiplicatif ici. On a ce morphisme qui provient de passage au quotient, d'accord, et qui va nous donner une surjection de là vers là, et donc par prolongement, bah, d'accord, une surjection de là vers là, et donc z sur et donc pi est surjectif. Voilà. Alors, comme il est surjectif, c'est facile de calculer le cardinal du noyau. C'est le cardinal de lui divisé par le cardinal de lui. Donc, c'est phi, où phi, c'est l'indicatrice de l'air, phi de 120 divisé par phi de 4. Alors, phi de 120, ça va faire phi de 8, c'est-à-dire 4, fois phi de 5, c'est-à-dire 4, fois phi de 3, c'est-à-dire 2, donc ça fait 32, divisé par phi de 4, et phi de 4, ça fait 2. Bon, donc ça fait 32 sur 2, et ça fait 16. Donc, combien y en a-t-il? Eh bien, il va y en avoir 16 modulo 120. Alors, on a répondu à la question, combien y en a-t-il? Modulo 120, voilà. On a trouvé 16. Faut trouver maintenant une formule qui va tous nous les donner. Une formule générale, voilà. Alors, alors je rappelle que j'ai appelé pi, ce morphisme de groupe multiplicatif, et je cherche maintenant, dans un premier temps, le noyau de pi, parce que j'ai un morphisme, et que quand j'ai un morphisme, et puis qui est surjectif en plus, l'image réciproque d'un élément, ça va être une classe, hein, modulo Kerpi. Donc il suffit que je trouve une solution particulière et que je multiplie par tous les éléments de Kerpi. Donc c'est ce que je vais commencer par regarder explicitement Kerpi. Donc d'abord, je vous rappelle, ce 120Z étoile, je vais mieux le voir par le lemme chinois là-dedans. Et je vous rappelle aussi que x modulo 4, là, ne dépend que de x modulo 8. C'est-à-dire, si vous me donnez x modulo 8, eh ben, je vous donne x modulo 4 directement, évidemment. Et donc, c'est indépendant de ça. Je vais regarder le noyau, au lieu de le regarder là, je vais le regarder là. Hein. Disons modulo cet isomorphisme qu'on a entre là et là. Alors, ici, si j'ai 1, eh ben, j'ai ce que je veux ici, j'ai quartier libre, mais là, par contre, modulo 8, j'ai 1 ou 5, évidemment, hein, parce que j'ai 1 modulo 4, ça peut être que 1 ou 5 modulo 8. Donc, finalement, mon noyau, c'est ça. C'est le sous-groupe 1, 5 de z sur 8z étoile. Vous noterez au passage que 5 au carré, ça fait 1. Hein, on retrouve bien que le noyau est un sous-groupe. Et ici, ce que l'on veut. Alors maintenant, je vais devoir rapatrier tout ça, tout ce noyau, là-dedans.
par l'isomorphisme du lemme chinois. Mais ça en fait beaucoup. Donc, étant donné que j'ai une structure de groupe ici, je vais juste m'intéresser au générateur. Donc, qu'est-ce que j'ai comme générateur? Là, comme groupe additif, c'est Z sur 2Z. Ça, c'est Z sur 5Z étoiles. On sait que c'est Z sur 4Z, hein, additif. Z sur 3Z étoiles, c'est Z sur 2Z. Il y a deux éléments ici et c'est Z sur 2Z. Voilà. Alors ça, c'est bien connu, hein, que Z sur PZ étoile est cyclique, donc il est isomorphe à Z sur P-1Z, mais cette fois-ci additif. Voilà. Alors, ça veut dire que j'ai combien de générateurs? J'ai un générateur là, ici, un générateur là, un générateur là. J'ai besoin de 3 générateurs. Hein. Je peux pas contracter ce truc-là, hein, par le lemme chinois. J'ai 2, 4 et 2, c'est minimal. Hein. Donc je vais être obligé de prendre 3 générateurs ici pour engendrer tout ce groupe-là. Donc, je vais prendre un générateur de Z sur 8Z étoile, c'est-à-dire ici, ici, le générateur c'est 5, et ici je vais prendre 1, 1, bien sûr. Voilà, 5, 1, 1. Ensuite, je vais prendre 1, 1 ici, et là, il me faut un générateur pour Z sur 5Z étoile. Donc là, je peux prendre 2 ou 3. Bon, voilà, 2 et 3 sont les générateurs ici. Donc ici, en tout cas, il ne faut pas prendre 1, ça ne risque pas d'être générateur multiplicatif, ni moins 1. Mais les deux autres, oui. Donc ici, je vais prendre 1, 2, 1. Et là, comme générateur, je vais prendre 1, 1. Et là, bon, le générateur, c'est le seul élément non trivial, c'est-à-dire 2, ou si vous préférez, moins 1. Voilà. Alors maintenant, je n'ai besoin que de ces 3 éléments, d'accord? Parce que j'ai 3 générateurs pour ce groupe-là. C'est maintenant que je vais remonter dans Z sur 120Z étoile. Alors, celui-ci, il faut que x soit congru à 5 modulo 8 et x congru à 1 modulo 5 et 1 modulo 3, c'est-à-dire 1 modulo 15, évidemment, parce que le morphisme de lemme chinois, c'est un morphisme d'anneau unitaire, donc l'unité devient 1, 1. D'accord? Donc ici, c'est 1. Le 1, 1 devient 1 ici, modulo 15. Donc, c'est facile parce que j'utilise la relation de Bezout, 2 fois 8 moins 15, ça fait 1. Et donc, le 5, je vais le mettre là, d'accord? Attention, il y a un strabisme là. Donc, c'est 2 fois 8 moins 5 fois 15. Et comme c'est modulo 120, bon, je préfère ajouter 120 pour avoir 61. J'aime mieux avoir des représentants entre 1 et 120. Donc, je prends 61. Celui-ci, 1, 2, 1, là pareil, hein, 2, 1, donc 1, le 1, 1, modulo 8 et modulo 3, ça devient 1 modulo 24, ici j'ai 2 modulo 5, et donc j'utilise la relation de Bezout, 5 fois 5 moins 24 égale 1. Bon, les relations de Bezout, manifestement, elles sont assez faciles, et donc je vais avoir 5 fois 5 moins 2 fois 24, j'ajoute 120 pour avoir un bon représentant, et j'ai 97. Et bon, pareil, avec 2 et 1, donc ici 2 modulo 3 et 1 modulo 40, 8 fois 5, je vais avoir 41. Ça, c'est pas difficile. Et maintenant, clair de pi, c'est engendré par ces 3 générateurs-là. Donc, quand on va remonter ici, par morphisme de groupe, ça va être engendré par ces 3 générateurs, mais remonter ici, c'est-à-dire, ça va être 97 puissance R, fois 61 puissance S, fois 41 puissance T, où R est compris entre 0 et 3, d'accord? Parce que le 97, là, correspond au générateur ici, là, 2, 1, 1, qui lui est d'ordre 4. Et puis les autres, ils sont d'ordre 2. Hein. Donc ça, c'est d'ordre 2. Et là, c'est d'ordre 2. Donc 61 puissance S, S compris entre 0 et 1. 41 puissance T, T compris entre 0 et 1. Voilà, ça fait 4 possibilités, 2 possibilités, 2 possibilités, soit 16 possibilités en tout. Et là, c'est bon, on a notre noyau. Et maintenant, il nous faut une solution particulière. Mais une solution particulière, c'est pas difficile ici, parce que vous prenez moins 1. D'accord? Moins 1 est congru à 3 modulo 4, évidemment. Il est premier avec 120, hein, puisque c'est moins 1. Hein. Moins 1 est inversible. Son inverse, c'est moins 1. Donc, vous prenez moins 1, ça veut dire que maintenant, vous allez multiplier tout ça par moins 1.
Et on a répondu à toutes les questions. Alors pour résumer, on va faire le point des choses qui étaient importantes. Hein, c'est des choses essentielles hein, dans cet exercice et qui sont essentielles dans la plupart des exercices sur le lemme chinois. 1. Z sur nz est isomorphe au produit des z sur pi chi z, où n se décompose en nombre premier comme ceci, ça on s'en sert tout le temps, c'est l'isomorphisme du lemme chinois, et pour aller de là vers là, c'est juste de la congruence, et pour aller de là vers là, on utilise l'identité de Bezout savamment. Hein. Alors quand il y en a 2, c'est facile, quand il y en a 3, faut le faire par récurrence. Maintenant, cet isomorphisme devient un isomorphisme de groupe multiplicatif, dans un premier temps de groupe multiplicatif ici étoile, et ensuite dans un deuxième temps le produit des groupes multiplicatifs. Bon. Ensuite, eh bien, on peut regarder les choses un peu plus finement, parce qu'ici on regardait les choses modulo 4, et c'est là que l'exercice devenait intéressant, c'est qu'on ne regardait pas les choses que modulo 8, on regardait les choses modulo 4. On a ici, quand R est plus grand que S, un morphisme surjectif, ici, hein, qui provient, hein, d'accord, on peut enlever le étoile, Z sur PRZ dans Z sur PSZ, c'est toujours un morphisme de congruence, qui passe à étoile, et qui est presque évidemment surjectif, parce qu'ici, quand je prends un élément, je prends le même élément modulo, le même représentant ici, modulo P puissance R, et j'ai encore quelque chose qui est puisque ici j'avais quelque chose qui n'est pas multiple de P, et bien là j'ai encore quelque chose qui n'est pas multiple de P évidemment, donc premier avec PR. Alors ça c'est intéressant, alors on voit que c'est surjectif, ce dont on ne s'est pas servi, c'est qu'on pouvait voir aussi que c'est surjectif autrement, c'est-à-dire on calcule le noyau, le noyau c'est forcément les éléments de la forme 1 plus P puissance S U, où U va de 0 à P puissance R moins S moins 1, voilà. Pour avoir tous les représentants ici. Ce noyau est de cardinal P puissance R moins S, et c'est normal, ça correspond à notre formule d'isomorphisme, puisque ici il y a phi de P puissance R éléments, ici phi de P puissance S éléments, et le rapport entre les deux c'est P puissance R moins S. Donc bien le cardinal du noyau, pour un morphisme surjectif, c'est normal. Voilà, et on a ça. Je vous rappelle que phi de P puissance R, c'est P puissance R moins 1, facteur de P moins 1. Voilà. On s'est servi aussi, avant toute chose, du fait que quand on a un morphisme, donc là on est à l'essence des structures, dès qu'on a un morphisme, on a un isomorphisme canonique. Là, on avait un morphisme de groupe, donc G quotienté par ker phi est isomorphe à in phi, ce qui veut dire que quand on veut l'antécédent d'un élément y dans in phi, il suffit d'avoir une solution particulière, x particulière, et je multiplie par le noyau de phi pour les avoir toutes. Voilà. Et puis, on s'est aussi servi de la structure des Z sur PR étoile. Je vous rappelle que pour P impair, ça c'est cyclique, et pour P, donc cyclique et de cardinal phi de P puissance R, donc c'est isomorphe à Z sur phi de P puissance R Z, additif, et pour P égale 2, alors là c'est un peu plus compliqué, c'est presque cyclique, je vous laisse regarder ça dans un excellent livre qui s'appelle Le cours d'algèbre de Perrin.